Buonasera, camarade Stefano Arojo. Stefano Arojo, il est membre du comité central du Parti communiste suisse, aussi membre. L'autre qualification, l'autre, c'est quoi? L'autre qualification, je suis de formation politologue. Oui. Alors, avec toi, nous allons aborder un sujet brûlant, le monde vu par un communiste suisse dans un contexte international marqué par des guerres multiples, des tensions entre grandes puissances, des débats sur la neutralité de la Suisse et la polémique autour de l'OTAN. J'espère qu'on va partager tes visions, tes réflexions. Merci infiniment encore une fois d'avoir accepté notre invitation, Stéphane. Stéphane, comment tu vois l'état actuel du monde marqué par tant de conflits armés et de tensions géopolitiques? En tant que communiste, quelle est votre lecture de ces guerres actuelles, notamment en Ukraine, au Moyen-Orient, avec cette guerre génocidaire menée par Israël contre la population palestinienne à Gaza ou en Afrique? Est-ce que tu penses que le capitalisme mondial soit la cause principale de ces guerres? Alors, tout d'abord, sur la première question concernant la vision que nous en a du monde, nous, ça fait du temps que nous expliquons qu'il y a une tendance générale dans la géopolitique mondiale. On est en transition de l'unipolarisme de la période froide, ça veut dire une hégémonie totale des relations internationales par le pôle atlantique, les États-Unis et les alliés occidentaux et de l'Occident. Mais aujourd'hui, on va vers la multipolarité ou le multipolarisme. Je sais qu'en français, il y a différentes manières d'utiliser cette mot, ce concept. Que ça veut dire que au lieu d'avoir un unipolarisme des années 90, début 2000, enfin, qui commence à être plus violente, plus agressive. Et ça explique pourquoi on a plus de tensions aujourd'hui à niveau international. Vous avez mentionné, par exemple, la question de la guerre en Ukraine, que c'est vraiment un enjeu géopolitique très complexe. Nous critiquons le recours à la guerre pour résoudre les différends internationaux. Ça, c'est une position qu'on a toujours eue. Mais nous, on a toujours expliqué, et selon nous, que la grande responsabilité par la guerre en Ukraine, c'est les responsables sont l'OTAN et les membres de l'OTAN. Parce que l'OTAN, il y a une expansion de l'OTAN envers la Russie depuis les dernières 20-30 ans, depuis la fin avec la chute de l'Union soviétique, même si les accords à l'époque disaient entre les derniers dirigeants de l'Union soviétique que l'OTAN s'est fermée à l'Allemagne unie et n'allait pas à l'Est. Et ça a mené justement cette expansion à la remise en cause la sécurité nationale russe, qui a vu tous les pays de sa frontière devenir membres de l'OTAN. L'autre responsabilité, c'est aussi le coup d'État qu'il a eu en 2014, appelé de Euromaidan. Parce qu'avec ce coup d'État, on a vu un renversement de la politique ukrainienne. On a vu, par exemple, que le Parti communiste ukrainien, qui avait 30 députés à la Rada, au Parlement national ukrainien, il était banni en 2014. Ils ont banni aussi d'autres mouvements de gauche et des mouvements antifascistes et tout ça. Et on a vu quoi? On a vu de la violence qui se propageait dans l'Est de l'Ukraine. On a vu aussi des lois qui limitaient la liberté des Ukrainiens d'ethnie russe. Il y a eu des massacres dans le Donbass. Et tout, c'était l'OTAN et l'Union européenne qui étaient derrière le regime change, le coup d'État d'Euromaidan. Et on a vu là, justement, une guerre civile qui a commencé en Donbass et on a vu toute la continuation. Vous avez mentionné la question d'Israël et de la Palestine.
pour nous, c'est clair, c'est le projet sioniste de détruire et complètement la Palestine pour obtenir ces territoires et pour obtenir un contrôle total du territoire qui un temps, à l'époque, c'était la Palestine et maintenant il est divisé entre Gaza, la Cisjordanie et tout ça. Et là, on voit que qui sont les alliés d'Israël sont toujours les États-Unis et le pays européen. Même si on reconnaît qu'il y a des pays européens aujourd'hui qui ont commencé à avoir une position plus progressive de reconnaissance de l'État de la Palestine et tout ça. Mais pour beaucoup de temps, on sache parfaitement que qui a soutenu Israël, continue à soutenir à niveau financier, en vendant des armes et tout ça, sont les pays occidentaux. Et je veux ajouter que pour moi et pour mes camarades, c'est aussi un peu absurde la situation parce qu'on voit une 2 poids et 2 mesures. Ça veut dire que dans le cas de la Russie, quand on parle de la violation du droit international, on a le champ atlantique qui fait les sanctions, qui dénonce ça, qui tente d'isoler la Russie selon la question du droit international. Mais nous, on est en train de regarder justement une guerre à Gaza, un génocide, et c'est des choses qui sont la Cour internationale de justice qui dit ça, ce sont les Nations Unies, ce sont des organisations internationales de la communauté internationale large. Et là, on ne voit pas la même réponse du champ atlantique, on ne voit pas des sanctions, on ne voit pas fermer, par exemple, la vente des armes à Israël, on ne voit pas des mesures concrètes pour éliminer les collaborations avec Israël et tout ça. Mais c'est clair parce qu'il y a un intérêt d'utiliser Israël pour contrôler le Moyen-Orient. Ça, c'est clair. Et enfin, sur l'Afrique aussi, l'Afrique, on voit qu'il y a maintenant l'Alliance du Sahel. C'est une tentative de certains pays de l'Afrique de se sortir du joug néocolonial d'un Occident qui a volé les ressources, les matières premières et tout ça. Et on voit qu'on a de nouveaux acteurs locaux. On pense par exemple à la Chine qui garantit des conditions un peu plus équitables et qui paye mieux pour les ressources que par exemple les puissances occidentales. Et pour terminer, vous avez demandé si c'est le capitalisme mondial la cause principale de ces guerres. Comme je disais avant, c'est clair que le capitalisme atlantique a un intérêt à vu qu'elle est en crise, à répondre avec la violence et l'agression. Et bien sûr, on a beaucoup de statistiques qui montrent qu'en ce moment-là, on a le meilleur business au monde, c'est le business de l'industrie militaire. On voit l'industrie militaire au niveau mondial qui fait des profits énormes, qui fait des profits énormes. Alors, c'est clair qu'ils ont un poids, ils ont des lobbies, ils ont une influence dans le pays pour avoir plus de guerres, plus de conflits et tout ça. Et ça, c'est vraiment dommage pour la paix mondiale, pour les équilibres mondiaux. Stéphane, une question qui interpelle un communiste en Suisse où le capital ou une dynamique bancaire dirige l'économie. Quelle est la place d'un communiste aujourd'hui dans le paysage politique suisse et comment vous voyez et comment quelle est votre lecture concernant l'actualité politique suisse, surtout ce problème de neutralité. Aujourd'hui, la neutralité suisse est souvent perçue comme un pilier de l'identité nationale. Est-elle aujourd'hui menacée avec cette tendance d'alignement avec la politique américaine, la politique de l'Union européenne concernant le conflit en Ukraine, concernant aussi la guerre génocidaire à Gaza? On a vu les abus, les déviations commises par Enzo Cassis, le ministre des Affaires étrangères suisse, un lobbyiste, un ancien lobbyiste bien connu au sein du Parlement suisse dans le cadre du groupe des lobbyistes, groupe de l'amitié
sera suisse. Quelle est la place d'un communiste dans le paysage politique suisse aujourd'hui? Bien sûr, l'actualité vraiment aujourd'hui, l'actualité importante, c'est la question de la neutralité suisse. Pour nous, c'est central aujourd'hui, vu qu'on a une situation géopolitique complexe, difficile, à niveau international. Et pour nous, c'est une bataille qu'on fait d'une perspective de gauche pour la neutralité suisse. Bien sûr, nous, on a critiqué le fait que la Suisse a décidé de suivre les sanctions contre la Russie parce que normalement, la Suisse adopte les sanctions des Nations Unies. Et on peut comprendre ça parce que la Suisse n'a pas fait partie des Nations Unies. Mais ici, on voit la Suisse qui suit les sanctions occidentales, les sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Même si nous, on n'est pas membre de l'Union européenne. Et nous, on avait même les capacités, éventuellement, pour faire pas violer les sanctions européennes dans le territoire suisse. Mais c'était un choix, comme vous disiez, c'était un choix de Cassis et de notre Conseil fédéral d'adopter les sanctions. Et qu'est-ce qui se passe? C'est clair que si on commence à suivre des sanctions ciblées contre un pays, on risque de perdre notre neutralité. Ça risque de perdre notre indépendance. Parce que déjà, par exemple, la Russie, il ne considère pas plus vraiment la Suisse neutrale. Et ça, c'est aussi dommage. Ça, c'est aussi dommage parce que si à l'époque, moi, je me souviens, par exemple, qu'ici à Genève, il y a eu une rencontre Biden et Poutine à l'époque, avant la guerre en Ukraine en 2022. Et là, ils se sont rencontrés ici à Genève. Et c'était justement parce que la Suisse était reconnue par les deux pays comme un pays neutral, un pays qui peut donner ses instruments, comment dire, offices. Garantie, oui. Oui, une garantie des offices diplomatiques. Mais la Suisse pouvait jouer un rôle même aujourd'hui en relation à la guerre en Ukraine. On a essayé, mais chaque fois, c'était des initiatives de notre département des affaires étrangères, mais qui étaient des initiatives qui étaient un peu trop seulement en faveur de l'Ukraine, sans inviter la Russie, sans inviter les autres pays qui font partie de la discussion et tout ça. Et on voit que les discussions plus importantes pour la paix, ils se déplacent de la Suisse. C'est pas plus Genève, mais c'est Astana, Istanbul, Qatar. Ça veut dire on perd un rôle. La Suisse est un petit pays, mais qui peut jouer un rôle important dans la paix mondiale si on reste neutral. Après, on a un problème. L'actualité nous dit que notre élite politique veut rapprocher plus notre pays et notre armée à l'OTAN. Et nous, on considère qu'il y a aussi, à niveau national, une lutte, parce que la bourgeoisie suisse n'est pas monolithique. Il y a une bourgeoisie suisse qui est pro-atlantique, européenne, pro-européenne, qui veut l'adhésion, par exemple, de la Suisse à l'Union européenne et un rapprochement vers l'OTAN. Mais on a aussi une bourgeoisie qu'on appelle une bourgeoisie nationale, plus liée aux petites moyennes entreprises, qui ont intérêt à dire non, notre intérêt, c'est rester indépendante, souveraine, aussi parce que si on entre dans l'Union européenne, par exemple, il sera un choc pour notre état social, pour notre économie. Et il y a une partie de la bourgeoisie qui dit non, on n'est pas d'accord.
et qui est d'accord avec nous sur la défense de l'indépendance et de la neutralité suisse. Et c'est au parti de la société suisse avec laquelle nous, communistes, on tente de parler, on tente de créer des liaisons. Parce que pour nous, c'est pas trop aujourd'hui une question gauche-droite classique, mais c'est une question, est-ce qu'on veut une Suisse neutrale indépendante qui peut jouer au même rôle de point entre l'Occident en déclin et l'émergence de la multipolarité, du multipolarisme des BRICS, ou on veut rester dépendant de l'OTAN, des États-Unis, de l'Union européenne et continuer à être dans une dynamique de crise. Pour nous, c'est important de créer ces liaisons avec la société suisse qui veut justement défendre notre neutralité, indépendance et souveraineté. Et pour ces raisons-là nous, en dénonçant, par exemple, que la Suisse participe à le projet de coopération militaire avec l'OTAN européenne PESCO, on s'oppose à la participation de la Suisse au projet Sky Shield, qui est un projet de défense aérienne, mais qui disent directement que l'ennemi, c'est la Russie. Et on était... Vous êtes contre la coopération Suisse-OTAN. Vous êtes catégoriquement contre même. Exactement. Nous, on est contre la coopération entre la Suisse et l'OTAN. On a vu que l'OTAN, il s'est dit comme on a... Les conservateurs et la majorité des citoyens pensent que c'est bien pour la protection de la Suisse. Parce qu'il y a un ennemi commun, peut-être, c'est la Russie de Poutine, etc. Alors, il faut s'intégrer dans des alliances militaires. Oui, mais non, justement, on lutte parce qu'on dit si on perd la neutralité, on peut aussi avoir un souci de sécurité. Ça veut dire être considéré, par exemple, par la Russie comme un pays ennemi. Être considéré par d'autres pays à niveau mondial aussi comme des ennemis. Ça, c'est le risque d'être rapproché à l'OTAN, de collaborer avec l'OTAN, parce qu'ils commencent même à parler que notre jeune doit faire des formations à l'étranger. Et le problème, c'est si on a des jeunes qui vont à l'étranger, ils seront influencés par tout un discours et une propagande de guerre que veut voir le monde émergent comme un ennemi. Et ça, c'est vraiment une chose pour laquelle, pour nous, c'est important que, par exemple, on invite les jeunes à joindre le mouvement, par exemple, le mouvement Suisse pour la paix, le mouvement pour la paix en Suisse, pour lutter contre ces dynamiques qui veulent porter tout le monde dans une troisième guerre mondiale. Et pour ces raisons-là que nous dénonçons toujours en dénonçant la collaboration avec l'OTAN. On a critiqué qu'à Genève, ils ont ouvert un bureau de contact suisse-OTAN dans une maison appelée dans la Maison de la Paix. C'est un peu étrange d'écouter Maison de la Paix et avoir l'OTAN qui a démontré en Irak, Afghanistan, en Serbie, d'être pas une alliance défensive, comme il disait à l'époque. Et nous, on a aussi créé une association qui s'appelle Union européenne, non OTAN, pour joindre des gens qui ne sont pas communistes, qui ne sont pas de gauche, mais qui partagent avec nous la priorité de défendre l'indépendance de la Suisse et la neutralité suisse, aussi pour la paix mondiale. Et sur cela, je dis aussi que nous soutenons l'appel qui a été lancé par des professeurs, des académiciens suisses, le professeur Pascal Lotatz et le professeur Wolf Linder, qui appellent la gauche suisse à soutenir l'initiative pour la neutralité qu'on va voter prochainement. Lorsque vous parlez de gauche suisse, quelle gauche? C'est le Parti socialiste? C'est un appel à toute la gauche. Ça veut dire un appel aux socialistes, aux verts, à la gauche radicale, et pas seulement aux communistes, pour dire on doit voter oui. Selon un discours, bien sûr, un discours de gauche, progressif, comme on disait. C'est pour la paix, c'est pour éviter l'entrée dans l'OTAN.
Oui, Parti socialiste surtout, progressif, oui. Je vois aussi, Stéphane, que vous êtes actif dans des alliances de coopération au niveau international, Oui. partout avec les camarades en France. C'est pas le Parti communiste français, hein. C'est comme Parti socialiste d'Emmanuel Valls, François Hollande. Mais les autres fractions de gauche progressiste, les mouvements de restructuration, de réflexion et tout. D'après toi, quel rôle les mouvements communistes ou progressistes peuvent-ils jouer dans ce contexte mondial? Alors, premièrement, quand je parlais des BRICS, quand je parlais justement des BRICS, si on va analyser dans les pays des BRICS, les communistes sont toujours un rôle important. Ou ils sont au gouvernement, en Chine ils sont au gouvernement, au Brésil ils sont au gouvernement, en Russie sont la première force d'opposition, et en Inde aussi ils sont forts, ils sont importants, ils sont protagonistes de cette multipolarité. Ils sont protagonistes aussi d'une coopération internationale peuple à peuple. Ça veut dire de créer des liaisons peuple à peuple entre les citoyennes des différents pays et les autres pays. Et jouent un rôle important pour avoir des coopérations win-win dans le sud global plus fortes. Par contre, en Occident, selon nous, vous aussi que les communistes peuvent avoir des relations importantes avec des communistes de ces pays qui sont en train de créer le multipolarisme, nous, on peut jouer un rôle important. Dialoguer, comprendre leur expérience, comprendre leur manière de faire la politique et de voir la politique internationale. Et nous, on peut jouer un rôle d'ouverture de l'Occident vers le multipolarisme. Comme je disais avant, nous, en Suisse, on dit c'est bien si la Suisse commence à avoir plus de relations commerciales, politiques, diplomatiques, culturelles avec la Chine. On a un accord de libre-échange qui va soutenir et regarder des autres choses. Et alors ça. Et bien sûr, le rôle principal, c'est que pour nous, on voit que il y a une propagande de guerre énorme en Europe, en Occident. Tout le monde parle, par exemple, seulement d'investir plus dans la défense, dans les armes. Et ça veut dire retirer moins des ressources à l'État social, à l'éducation, aux services publics, citoyens. Et là, une opposition à la propagande de guerre, c'est une opposition contre la guerre pour la paix. Mais aussi, ça veut dire une opposition à des mesures politiques, économiques, de retirer l'argent nécessaire aux services sociaux des pays, retirer des ressources là. Et là, au rôle que les communistes doivent avoir et la gauche doit avoir, c'est dire non. On s'oppose à la propagande de guerre et on s'oppose à couper le budget des services sociaux pour financer des guerres à l'étranger. Et là, c'est important. Voilà, ça c'est un peu en général le rôle que dans le monde émergent font les communistes et qu'est-ce que rôle peuvent avoir les communistes en Europe, en Occident. Quelle sera ta réponse à ceux qui estiment que les idées communistes appartiennent au passé, aujourd'hui? Ils n'ont pas de place. Moi, je dis toujours que si on va lire beaucoup les travaux de Marx et Lénine, on va voir que beaucoup de fois, ils ont bien anticipé les faits et l'actualité d'aujourd'hui. Déjà, Marx avait pensé à je ne sais pas comment le dire bien en français parce que je le conseille un peu plus en italien, mais qu'il avait compris
que le système capitaliste mondial allait entrer en crise parce qu'il y aura un moment dans lequel la croissance des profits va diminuer avec une tendance de crise et tout ça. Lénine avait bien expliqué aussi le rôle qui est de l'impérialisme et tout ça. Mais moi, je réponds toujours aussi, et nous répondons, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais ce sont Marx, les travaux de Marx sont du 19e siècle, ils sont pas actualisés, tout ça. Et nous dit toujours que le marxisme, c'est avant tout une méthode. C'est avant tout une méthode qui nous permet d'anticiper les dynamiques de la société, de la politique. Je fais un exemple. Nous, en Suisse, étant le premier en 2013 à ajouter dans notre programme politique l'intégration et l'émergence des pays des BRICS. Alors que personne en parlait. Il y avait un code, je me souviens, il y avait des critiques qui nous disaient, mais vous parlez de quoi, les BRICS, mais ça va jamais fonctionner, ça va jamais passer, blablabla. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a pas seulement les fondateurs historiques, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. On a maintenant de nouveaux membres et on a une vingtaine et trentaine de pays du monde émergent, du Sud global, qui demandent d'être partenaires, qui demandent d'être là. Ça veut dire que nous, grâce à notre méthode marxiste, on a réussi à comprendre que les dynamiques de la politique internationale allaient changer. Et on pense que le socialisme se développera sur de nouvelles bases parce que le multipolarisme ouvre des marges de manœuvre qui luttent contre l'impérialisme capitaliste. Aussi parce qu'on a vu, selon notre méthodologie, notre analyse, que par exemple, dans les pays de BRICS, l'État a un rôle important de l'économie. Pas seulement en Chine, dans lesquels on a encore le plan quinquennal, mais aussi dans l'autre pays des BRICS, on voit l'État présent qui contrôle le marché. Même en Russie, on a un État qui contrôle le marché et pas l'inverse. Et pour nous, ça crée de nouvelles bases. Et le marxisme aussi, je veux ajouter, le marxisme est toujours d'actualité parce que c'est une méthode, c'est pas un dogma. Et dans chaque pays, on a la possibilité d'adapter le marxisme à notre contexte national. Nous, comme communistes suisses, on voit qu'est-ce que le marxisme nous aide pour comprendre les dynamiques, internationales, locales et tout ça. Et on voit par exemple que les Chinois sont en train de moderniser le marxisme pour l'adapter au XXIe siècle et l'adapter à leur contexte national chinois, par exemple. Alors, pour ces raisons-là, quand ils nous disent « le communisme est en train de disparaître », on dit « oui ». Je dis « non, regardez dans les BRICS comment importants ils sont ». Et on dit justement que même nous, comme nous en Europe, si on utilise une bonne méthode marxiste, pas dogmatique, adaptée aussi au contexte social, on arrive vraiment à comprendre l'attualità. Grazie amico mio Stefano, molto grazie signori per questa intervista, molto grazie signori, merci infiniment mon camarade, mon cher ami. Merci à vous pour les questions. C'est un grand honneur pour moi de te recevoir, un homme libre, merci infiniment malgré les difficultés, nous sommes tous devant des difficultés linguistiques, on s'en fout, nous sommes des gens libres, on continue à communiquer nos idées, nos convictions. Merci Stefano. Et merci à vous pour l'invitation. Merci. Buonanotte. Merci. Au revoir. On applique un peu notre italien. Merci beaucoup. Exactement. Au revoir Stéphane.